d'abord pour nous en présentiel, puis pour les intervenants en visio. Euh, j'ai la parole, j'en profite pour me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Manon Nicolas, donc en charge des projets environnement, transition écologique au MEDEF Pays de la Loire. Et bienvenue dans ce webinaire sur les mobilités professionnelles et mobilité électrique en entreprise. Et je te passe la parole, Kaline. Oui, donc Khalil Kramcha, chargé de mission au sein de l'Aver West, que je présente très rapidement. Donc on a deux missions au sein de l'Aver West. La première, c'est qu'on fédère un certain nombre de gros acteurs autour de la mobilité électrique. Ces acteurs peuvent être des entreprises telles que Enedis, EDF, le groupe La Poste. On peut y trouver aussi les syndicats d'énergie, donc TE53, TE44, Morbihan Énergie, le CML. Et on va également trouver la région Bretagne, Pays de la Loire, etc., etc. Très rapidement, donc le deuxième volet de notre mission, c'est qu'on porte le programme Advenir. On va venir former trois publics aux enjeux de la mobilité électrique sur des formations qui sont gratuites pour vous, mais financées par le mécanisme des C2E. Et les trois publics sont les élus, les professionnels de l'immobilier et les étudiants. Je donne la parole à mon président. Oui, donc Hervé Rigonin, effectivement, président bénévole de l'Aver West. Donc l'Aver West est affilié à l'Aver France, effectivement, comme l'a dit Raï, en fait, de favoriser l'adoption de l'électromobilité pour une mobilité décarbonée, et on porte essentiellement effectivement de la formation, de l'information pour tous ceux qui s'intéressent à la mobilité. Et en complément du public qui a été annoncé, effectivement, on essaye aussi, mais plutôt dans une déclinaison à vers Ouest, parce que ce n'est pas financé par Advenir, d'accompagner les entreprises et de porter des éléments qui leur permettent de mettre en place des programmes de décarbonation de leur mobilité. Nicolas. Alors, Nicolas Dubois, merci pour votre invitation en tant que témoin de ce que nous pratiquons sur la partie des mobilités, en l'occurrence sur la SG Grand Ouest, qui est une marque du groupe Société Générale. Et pour ma part, je suis directeur RSE de cette région. Merci. Mélanie, si tu veux te présenter. Oui, Manon, bonjour à tous. Mélanie Brisson, juriste en droit social au MEDEF de la Loire-Atlantique. Merci. Et je passe la parole à l'ADEME, comme ça on enchaîne avec votre partie. Oui, bonjour, Brigitte Collin, donc je suis ingénieure mobilité durable basée physiquement à Nantes, à la direction régionale des Pays de la Loire. Bonjour, Raphaël Chenelière, donc je suis coordinateur du pôle territoire durable à l'ADEME Pays de la Loire. Donc je travaille avec Brigitte. Et donc l'ADEME, en deux mots, c'est l'agence de la transition écologique. Donc nous, on accompagne techniquement, financièrement les organisations publiques ou privées dans leurs projets de transition écologique. Merci beaucoup. Juste petite information avant de commencer la présentation. Pour celles et ceux qui auraient des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et on y répondra au fil de l'eau. Voilà, c'était la petite information avant de commencer. Puis je vous laisse la parole, Brigitte et Raphaël. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être passer des slides. Ouais, on te laisse, ouais, on te laisse, voilà. dérouler, voilà. On ne va pas vous assommer de chiffres, donc l'idée, c'était vraiment de vous apporter quelques éléments d'éclairage, parce qu'on sait que les chiffres, il y en a beaucoup, mais rappeler des évidences aussi sur les modes de déplacement domicile-travail, puisqu'on parle de mobilité employeur. La situation est grave, mais pas désespérée, pour être très clair. Aujourd'hui, néanmoins, il faut quand même retenir que le transport, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. C'est environ 30% du poids carbone de ce pays. Et dans ce cadre-là, 13% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au déplacement de domicile-travail. Je vous passe sur les chiffres, vous les avez ici, essentiellement sur de la mobilité individuelle en voiture quand même. Vous avez ici des graphiques qui vous rappellent un petit peu la répartition suivant le type de commune, puisque bien entendu la mobilité n'est pas la même suivant qu'on a à disposition ou pas des moyens de transport en commun. Donc ça a aussi un impact très important là-dessus. Donc voilà, il faut retenir que c'est quand même un poids lourd en matière de gaz à effet de serre, qu'il y a des mesures pour pouvoir réduire cet impact-là et maîtriser son portefeuille. C'est aussi l'objet de cette présentation. On peut passer sur la suivante.
Ce que l'on voulait vous partager, c'est que pour réduire un peu ce poids et puis être aussi en phase avec les stratégies nationales, notamment la stratégie nationale bas carbone, qui est grosso modo la feuille de route de l'État auprès des organisations publiques, mais aussi privées, hein, pour atteindre les objectifs nationaux en 2030 et en 2050. Il y a tout un tas de leviers. Il y a des leviers initiaux sur la réduction de la demande de transport, sur le report modal, sur ce qu'on peut appeler le covoiturage, qui est une des options pour remplir les véhicules, et puis des options technologiques qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas les seules à activer pour réussir sa transition écologique. Donc c'est un peu de tout cela dont on voulait vous parler, et d'illustrer, peut-être pas sur toutes les actions, mais sur certaines, comment on peut s'engager dans ces démarches à la fois de réduction de demande de transport, donc de maîtrise de consommation, maîtrise de flux, de report modal, des incitations et des initiatives qui voient déjà le jour, et puis tout ça, comment ça peut intéresser, impacter les entreprises aujourd'hui qui sont à la recherche de solutions pour leurs collaborateurs. Voilà un petit peu sur la frise, donc à la fois de travailler sur les deux curseurs, hein, la sobriété et la technologie. Juste en illustration sur la demande de transport. Oui. Alors, sur la demande de transport, en fait, on a pris le parti d'insister sur cette partie-là parce que généralement, c'est une partie qui n'est pas forcément vue par les employeurs. C'est important lors du diagnostic, effectivement, d'avoir l'état des déplacements, du volume de déplacement. Mais ce qui est important aussi, c'est de se questionner sur le juste déplacement et pas juste essayer, avec le volume actuel, de baisser ce volume sans penser justement à toutes les mesures qui visent à réduire le volume de ces déplacements domicile-travail. Vous entendrez peut-être parler de nouveaux termes qui s'appellent la démobilité. Alors les plus connus sont le télétravail et la visioconférence qui permettent effectivement de baisser ce volume de déplacements domicile-travail. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, comme des horaires flexibles. On a des entreprises qui peuvent se dire effectivement que peut-être pour certaines populations, certaines personnes avec des horaires fixes, pourquoi pas, plutôt que de les faire partir à 7h30 avec 1 heure de bouchon, peut-être les décaler le lundi d'1 heure et puis ça réduit d'autant le temps de déplacement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister. Le coworking, bien évidemment, toutes ces choses-là sont à interroger, en tout cas en interne, et sont souvent un peu oubliées. Et puis, vous entendrez peut-être parler de la mobilité inversée, donc des nouveaux termes. Et là, mobilité inversée, comme son nom l'indique, eh bien, on inverse, c'est-à-dire que ce sont les services qui se déplacent vers les salariés. On a plein d'exemples. Et là, je vous interroge aussi sur cette question-là, parce que plutôt que d'avoir une file de voitures qui part à midi de salariés qui sont tout seuls dans leur voiture, potentiellement aller chercher un sandwich ou une salade, eh bien, pourquoi pas peut-être faire venir un food truck le midi, pourquoi pas intégrer une conciergerie ou alors peut-être pas aussi formel si vous êtes une petite entreprise, mais peut-être des services tout simplement pour déposer des vêtements, des colis. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment on voit que ce sont des nouveaux services qui sont en train de se mettre en place et qu'il faut interroger, qui participent à cette demande de transport pour réduire ces volumes. La logistique également, beaucoup de choses nouvelles, pensées nouvelles sur les livraisons et pour les colis entrants et sortants, pour les modes de livraison du dernier kilomètre. On parle de cyclocargologie. Tout ça va être illustré. Là, on a mis des logos d'entreprises locales, le Woody Truck qui permet et qui est expérimenté actuellement par le Mine pour aller livrer les colis du Mine vers le centre-ville de Nantes. Les boîtes à vélo également, qu'on soutient à l'ADEME, qui peuvent aussi vous permettre d'interroger toutes ces pratiques de logistique. Enfin, il y a plein de choses à réinventer sur cette partie-là. Et puis, le changement de comportement, on oublie souvent ce volet-là. Pourtant, c'est des volets qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui sont intéressantes parce que si vous mettez en place toute une politique, mais que vous ne communiquez pas auprès de votre salarié, il y a très peu de chances, effectivement, que ce soit efficace. C'est le principe de tester, c'est l'approuver, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, des challenges. Cette semaine, on a, dans la région de Pays de la Loire, on a la chance d'avoir le défi mobilité. Pour information, le défi mobilité, l'année dernière, c'était 12 300 participants, dont 400 entreprises. C'est l'association Alizé qui gère ça. Si vous allez sur le site, vous verrez, vous avez déjà des campagnes de publicité, de communication qui sont déjà prêtes, toute une organisation qui est déjà déroulée, donc vous n'avez rien à inventer.
Ce sont des choses qui sont éprouvées, qui marchent bien, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez animer des ateliers, de la fresque de la mobilité, de la remise en selle, enfin voilà. Là aussi, l'usage du vélo électrique, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas une réalité et qu'il faut le faire tester dans vos entreprises pour que ce soit généralement, une fois qu'on l'a testé, on l'adopte. Je vais vite parce que j'ai peu de temps. On va aller sur la slide suivante. Oui, pour faire un peu un contrepoint sur l'aspect plutôt technologique, hein, comme un des leviers que l'on peut actionner, il y a pas mal de dispositifs qui peuvent vous intéresser, vous les entreprises, hein, pour baisser l'intensité carbone de l'énergie liée à la mobilité entreprise. Sans surprise, plusieurs dispositifs, donc Aver va en parler tout à l'heure, hein, sur le dispositif à venir, mais je voulais surtout, vous mettre en visibilité des dispositifs qui sont financés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Il y a pas mal de fiches qui sont disponibles et donc des dispositifs qui sont disponibles pour les entreprises pour financer des investissements. Donc soit on peut le prendre en haut, hein, sur des quadricycles électriques, hein, avec des fiches certificats qui sont valables sur ce domaine-là. Vous avez quelques exemples de valorisation possibles. Et puis sur des mobilités plus lourdes, hein, notamment sur les poids lourds, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous questionnent sur du changement de mode d'énergie sur leurs camions, sur leurs poids lourds. Donc là-dessus, il y a aussi des dispositifs qui sont possibles par rapport à des offres constructeurs qui sont aussi disponibles. Et donc, il faut pouvoir les actionner puisqu'ils sont disponibles au moins jusqu'en 2030, hein, ces dispositifs-là. Pareil sur tout ce qui est autocar, autobus. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises familiales ou pas d'ailleurs, hein, qui nous questionnent aujourd'hui et qu'on informe sur ces dispositifs qui existent aujourd'hui et qui peuvent être actionnés. Je vais être plus long là-dessus, mais voilà, vous avez tous les liens cliquables sur cette diapo que vous pourrez reprendre après. En suivant, donc, mais pour dire qu'en termes de méthodologie, puisque l'idée c'est aussi par quoi on commence, là-dessus vous avez un très bon guide qu'on a nous aidé à élaborer auprès du MEDEF, Mon entreprise à l'heure des mobilités durables, vous avez le lien directement ici. Comment engager cette transition à l'heure des mobilités durables, tout un tas de recettes, de méthodologies qui s'inspirent beaucoup des éléments qu'on a pu mettre en place dans le cadre d'un site internet assez global. C'est pour ça que je vous le mets en visibilité ici. À la fois partir du diagnostic, c'est la base, mais c'est toujours essentiel pour savoir d'où on part. On part jamais de zéro, hein. Et puis, être assez clair sur ses obligations, sur les dispositifs de soutien, sur les initiatives que l'entreprise peut initier seule ou en collectif, dans le cadre de sa zone d'activité ou avec sa filière, par exemple. Et puis, proposer des actions concrètes ou poursuivre des actions qui sont déjà initiées, les faire connaître et puis les faire performer pour qu'elles puissent vivre dans le temps. Voilà l'idée de ce guide. Donc, nourrissez-vous aussi de ce guide-là qu'on se permet de remettre en visibilité, parce qu'il est très bien fait et il est complètement en phase avec les différentes étapes de méthodo qu'on peut préconiser. Alors, on va enchaîner sur le forfait mobilité durable, le FMD. Donc, qui vise à encourager le report modal. Donc, l'objectif, c'est de viser à utiliser des modes de déplacement durables. C'est un dispositif financier qui est issu de la loi LOM 2019, alors qui a été mis en place, il ne faut pas oublier, hein, pendant la période Covid, ce qui explique qu'il y a à ce jour à peine un tiers des entreprises qui l'ont mis en place et 2 tiers qui disent, en tout cas pensent le mettre en place. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et ce forfait est peu connu. Vous avez ici effectivement les objectifs majeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était à la région des Pays de la Loire hier. 2 chiffres importants. L'allongement du temps de trajet quotidien domicile-travail qui est pour la région des Pays de la Loire de 23 km par jour, avec un temps de trajet moyen à 62 minutes. Donc, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, c'est à vous, employeurs, de proposer des solutions. Ces solutions, elles peuvent être prendre toutes les formes. N'oubliez pas que dans le forfait mobilité durable, le covoiturage, le vélo, les transports en commun hors abonnement, ce qu'on appelle les EDPM, les engins de déplacement personnel, qu'ils soient motorisés ou pas, avec une motorisation non thermique. L'autopartage, si les véhicules sont hybrides, rechargeables ou électriques, sont intégrés au forfait mobilité durable. Malheureusement, la marche, par exemple, n'est pas incluse.
N'oubliez pas aussi, c'est ce qui apparaît dans le petit cadre bleu à droite, c'est une obligation de l'employeur de le mettre à l'ordre du jour des NAO, mais la subtilité, c'est que ce n'est pas obligatoire de le mettre en place. Voilà, pour être tout à fait cohérent avec la loi. Bon, on va passer à la slide suivante. Et ce forfait mobilité durable, il s'inscrit dans un plan de mobilité employeur, le PDME. Le PDME a remplacé le PDE, le plan de déplacement entreprise. Parfois, on parle aussi de plan de mobilité durable. Tout ça, ça veut dire la même chose. L'objectif, c'est de dire que c'est une démarche globale qui est à transmettre, une fois que vous l'avez faite à l'AOM, l'autorité organisatrice de la mobilité, pour information. Il est constitué en fait de 3 parties. Le forfait mobilité durable, on en a parlé. Il y a un coup de pouce au 1er janvier 2025, vous voyez dans le rond en bas à gauche. C'est-à-dire que vous avez pour le secteur privé un plafond possible à 600 € par an par salarié qui passe à 900 s'il est couplé avec l'abonnement transport public que vous voyez à droite. Il y a des prix de transport, là je ne m'attarde pas. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a une réduction d'impôt pour une mise à disposition d'une flotte de vélos qui est valable jusqu'au 31/12/2027, qui est peu connue, donc je vous ai mis le lien. C'est des choses qui peuvent être tout à fait faisables, qui n'ont pas un budget très important. Et on a vu aussi des entreprises utiliser cet usage de vélo, pouvoir le mettre à disposition aussi, par exemple le week-end ou pendant les vacances des salariés. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent rendre beaucoup de services et pour votre marque employeur et puis pour faire venir des talents dans vos entreprises, qui peuvent être des plus, qui ne sont pas des budgets énormes, mais qui sont très intéressants dans l'usage. 2 choses à voir également. Non, on va passer à la slide suivante. Des centres de ressources. Alors là aussi, on a 2 plateformes qui sont vraiment super. Alors, la seule chose, c'est qu'elles s'appellent Employeur Pro Covoiturage. C'est un peu limité parce que comme vous voyez là, vous avez en fait plein de rubriques qui peuvent vous aider à mettre en place si je veux analyser mes mobilités, parce que la partie diagnostic est essentielle. Avant de mener des actions, elle est souvent négligée. On veut tout de suite aller, ce qui est normal, vers des actions tangibles, mais il faut un plan vraiment de diagnostic important. Donc ça, on peut vous aider. Comment mettre en place le forfait mobilité durable? On me demande souvent globalement ce forfait, comment le montant qui doit être mis. Comme on disait, le plafond est à 600 € par an par salarié. Sachez qu'en dessous de 200 € par an par salarié, on sait qu'il y a par retour d'expérience, très peu de changements de comportement. Donc, c'est à vous de décider en interne, de le mettre, notamment dans les NAO, mais faites attention à au montant que vous notez. Vous avez également possibilité, vous voyez, sur préparer mes NAO mobilité, optimiser la flotte de véhicules. Enfin, vous voyez, il y a plein d'éléments. Je vous invite à aller sur cette plateforme qui est fort intéressante. Et puis, il me reste, on arrive au bout du quart d'heure d'intervention. Il reste une dernière plateforme à vous présenter. Enfin, 2 plateformes. La plateforme Agir, donc là, c'est pour vous le réflexe en tant qu'entreprise. Vous recherchez effectivement quelles sont les aides par thématique, pas forcément peut-être que mobilité, mais pour toutes les thématiques en lien avec la transition écologique. Le réflexe, c'est d'aller sur agir.adem.fr. Et puis là, je vous ai mis le lien avec déjà le filtre entreprise et région des Pays de la Loire. Donc, vous voyez à ce jour, vous voyez sur l'image, vous avez une 60aine de dispositifs qui sont ouverts. Alors, pas forcément que mobilité, mais sur l'ensemble des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le bon réflexe à avoir si vous voulez savoir ce qui se passe pour la plateforme ADEME. Et dernière plateforme qui est spécifique pour les TPE et PME qui nous écoutent. On a une plateforme d'accompagnement également qui est extrêmement intéressante et pragmatique. Je vous ai mis là sur la page, vous voyez en bas, quelle est votre entreprise? En fait, en tapant juste le nom de votre entreprise, ou votre SIRET, on va vous aiguiller automatiquement vers les bonnes aides et vers les bonnes rubriques. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment disposer d'un conseiller. On est là pour vous aider aussi à la direction régionale selon les thématiques. Donc, voilà, le mot d'ordre, c'est l'ADEME est présente. Elle est là pour vous aider en tant qu'entreprise, donc à votre disposition. J'en ai terminé. Manon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Brigitte et Raphaël. Je passe la parole à Mélanie.
Donc, c'est mon Je te tour. laisse y aller. Oui, vas-y. Merci. Donc, je vais vous faire un petit point juridique sur certaines évolutions en lien avec les déplacements, notamment sur l'évaluation des avantages en nature sur les véhicules et sur les recharges des véhicules électriques. Il y a eu un arrêté qui a été pris le 25 février dernier avec une application des nouvelles dispositions à compter du 1er février dernier. Donc, les bases d'évaluation forfaitaire ont été revues à la hausse pour les véhicules thermiques. Ce qu'il faut retenir au niveau de ces nouvelles dispositions, c'est qu'il y a avant 1er février 2025, donc là, les entreprises continuent à appliquer les bases forfaitaires qui existantes et à compter d'une nouvelle mise à disposition de véhicules. Donc, qu'est-ce que c'est une nouvelle mise à disposition de véhicules? Par exemple, vous avez un salarié qui vient de rentrer dans votre entreprise, vous lui attribuez un avantage à nature véhicule. On est dans cette situation-là. Vous changez de flotte de véhicules et à compter du 1er février 2025, vous devez appliquer les nouvelles bases forfaitaires d'évaluation d'avantage en nature véhicule. Donc, on va passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Manon. Là, tu peux passer également. Voilà, donc les modifications pour les véhicules thermiques sont les suivantes. Donc, on distingue un véhicule acheté il y a 5 ans ou moins de 5 ans, un véhicule acheté il y a plus de 5 ans et les véhicules loués avec option ou pas d'achat. Donc, vous voyez, les bases forfaitaires augmentent sensiblement à compter du 1er février dernier. L'augmentation se situe davantage sur les véhicules loués avec ou sans option d'achat par les entreprises. On passe de 30% à 50%. Et quand le carburant est pris en charge, enfin le carburant, excusez-moi, personnel est pris en charge par l'entreprise, on passe de 40% à 67%. Donc, effectivement, ce n'est pas négligeable pour les entreprises. Ça augmente le coût social des avantages en nature pour véhicules thermiques. Pourquoi? Parce que l'idée est d'aller vers l'électrique. Les autorités veulent pousser les entreprises et les particuliers à se pencher sur les véhicules électriques. Le coût annuel qui a été estimé par le MEDEF national pour nos entreprises est de 275 millions d'euros. Je vous ai mis un petit exemple, par exemple pour un achat d'un véhicule de fonction qui a moins de 5 ans, le coût est de 50 000 euros pour l'entreprise. L'avantage en nature, donc avant le 1er février dernier, est de 4 500 euros par an, soit 375 euros par mois. Au 1er février 2025, l'avantage en nature pour ce même type de véhicule passe à 7 500 euros par an, soit 625 euros par mois. Donc, effectivement, pour nos entreprises, ce n'est pas négligeable. Et également, il y a des conséquences pour les salariés. L'augmentation des bases forfaitaires d'avantages en nature affecte par conséquent le salaire net et le volet fiscal de la rémunération des salariés. Voilà pour ce qui est des véhicules thermiques. Pour les véhicules électriques, donc effectivement, l'idée est d'aller vers l'électrique. Donc, les dispositions sont en faveur des entreprises. L'évaluation qui a été faite avant le 31 janvier 2025 appliquait un abattement à 50% avec un plafond annuel à 2 000 euros sans aucune autre condition. Là, depuis le 1er février 2025, l'évaluation forfaitaire est conditionnée à un score environnemental. Donc, on passe d'un abattement à 70% avec un plafond annuel à 4 582 euros
Et en plus, il faut respecter une nouvelle condition qui est le score environnemental qui doit être égal ou supérieur à 60 points requis. Alors, le score environnemental, il est calculé en fin de compte en tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle du véhicule. C'est un critère d'éligibilité en fin de compte pour disposer de ces aides. Et je vous ai mis le lien de la liste des véhicules éligibles pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez, vous, entreprise et dirigeants. Petite précision, donc la prise en charge par l'employeur des frais d'électricité pour la recharge n'est pas incluse dans l'évaluation de l'avantage en nature. Voilà pour ce qui est des véhicules thermiques et véhicules électriques. Et on peut poursuivre, Manon, les slides. Merci. Dernier point comment dire, pour cet avantage l'évaluation des avantages en nature. Sur les bornes électriques. Donc, il faut distinguer la borne électrique installée en dehors du lieu de travail. Si la borne est retirée à la fin du contrat de travail du salarié, il y a un avantage en nature 0 et c'est exclu de l'assiette de cotisation sociale. Par contre, si la borne reste installée au domicile du salarié après la rupture du contrat de travail, il faut distinguer l'âge de la borne, mais pour une borne de moins de 5 ans, comment dire, il y a une exclusion partielle des frais de prise en charge de 50%, exclusion partielle, excusez-moi, de cotisation sociale à 50%, avec un plafond à 1 000 €. Et lorsque la borne est âgée de plus de 5 ans, l'exclusion partielle est de 75%, avec un plafond à 1 500 € à peu près. Ce qu'il faut retenir pour les autres frais de prise en charge, donc notamment l'entretien, la location ou la maintenance, l'exclusion possible de prise en charge sur les cotisations sociales est limitée à 50%. Dernier point sur les bornes de recharge électrique, lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, voilà, l'avantage en nature est à 0 et il n'y a pas de cotisation sociale calculée dessus par conséquent. Voilà au niveau des avantages en nature. Je continue l'énoncé de ce petit point juridique en faisant un rappel sur le suramortissement vert pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. C'est un dispositif fiscal pour les entreprises soumises à l'impôt, donc impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, de déduire de leur résultat une part supplémentaire liée au coût d'acquisition ou de location, je le précise, c'est important, pour certains véhicules propres. Donc en fait, l'idée est de compenser le surcoût pour les entreprises d'un investissement pour les véhicules propres. Le dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030. L'idée, c'est d'appliquer un taux de suramortissement qui va de 20 à 60% en fonction de la source d'énergie des véhicules utilisés. On peut aller, ce que je vous disais, jusqu'à 60% pour un véhicule électrique ou à l'hydrogène. Je vous ai mis un petit exemple de calcul pour avoir une idée de l'économie fiscale à réaliser. Par exemple, pour un véhicule acheté à 50 000 €, le taux de suramortissement sera de 60%. Donc 30 000 € déductibles. Vous avez une durée d'amortissement de 4 ans. Vous appliquez un taux d'ISS à 25%. L'économie fiscale, elle est de 7 500 €, soit 1 875 € par an. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour nos entreprises. Et dernier point, qui n'est pas des moindres sur les nouveautés juridiques, la loi de finances 2025 a mis en place une taxe incitative pour les entreprises pour verdir leur flotte de véhicules, avec une entrée en vigueur au 1er mars dernier, donc au 1er mars 2025. Le but est d'accélérer en fin de compte la transition énergétique pour les grandes entreprises pour intégrer davantage de véhicules à faible émission dans leur flotte de véhicules. Donc le champ d'application, cette taxe s'adresse aux entreprises ayant
au moins 50 salariés et qui détient ou qui loue plus de 100 véhicules légers et qui ne respecte pas les objectifs de véhicules, de nombre de véhicules à faible émission. Donc c'est assez compliqué. Ce qu'il faut distinguer, alors c'est assez compliqué dans le calcul de la taxe. On y reviendra tout de suite. Ce qu'il faut distinguer, il y a comment dire, la loi de finances pour ce nouveau dispositif pose des objectifs, donc c'est-à-dire que pour 2025, les véhicules concernés par cette nouvelle taxe doivent remplir 15% d'objectifs. Et vous voyez, au fil des années, l'objectif augmente grandement, avec un objectif en 2030 à 48%. Donc, si effectivement les entreprises ne respectent pas l'objectif, des pénalités sont calculées. Donc, en 2025, la pénalité par véhicule manquant est de 2 000 euros. Et pareil, au fil des années, les pénalités augmentent avec un montant fixé à 5 000 euros pour 2027. Donc, je vous ai mis un petit exemple concret pour avoir une idée en fin de compte de cette lourdeur de nouvelles taxes. Par exemple, une entreprise qui a une flotte totale de véhicules de 600 véhicules avec 6 véhicules électriques, elle renouvelle en 2025 donc 200 véhicules avec 10 véhicules électriques. Donc au niveau de l'objectif, comment dire, on devrait avoir 90 véhicules électriques. Donc ça, on soustrait les 6 véhicules électriques déjà existants. Donc il nous manque 84 véhicules. Et au niveau du renouvellement, on n'y est pas. Donc en fait, en 2025, la pénalité serait pour cette entreprise, enfin la taxe serait évaluée à 50 000 euros pour cette entreprise, selon nos informations. Voilà ce que je voulais vous présenter sur l'aspect juridique. Dernier point vis-à-vis de la position MEDEF par rapport à l'arrêté de février 2025 sur l'augmentation des bases forfaitaires des avantages en nature. C'est un arrêté. Donc, il a été pris par les ministères. Le MEDEF national a été prévenu au dernier moment de cette mesure. Donc, il n'y a pas eu de moyens d'action, de moyens de lobbying sur cette mesure qui affecte beaucoup d'entreprises. En ce moment, il y a un travail de chiffrage qui est fait au national pour estimer en tout cas le surcoût plus précisément pour les entreprises et pour les branches professionnelles concernées. Voilà ce que je pouvais vous présenter ce matin. Merci beaucoup Mélanie. Je fais un petit rappel pour ceux qui l'ont pas vu dans la conversation Teams. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour le moment, j'en vois pas. Mais voilà, s'il y a des questions, on y répondra au fil de l'eau. C'est que tout Et est merci clair beaucoup. alors. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à la vers ouest du coup. Oui, écoutez, encore merci au MEDEF de nous avoir invités. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'enfin, vous l'avez compris, le rôle essentiel de l'AVER, c'est d'apporter une information juste et objective. Et je crois qu'on pourrait commencer par une petite vidéo pour rappeler finalement quel est l'impact du véhicule électrique, en quoi effectivement il est bon pour la lutte contre le changement climatique, parce que, enfin, dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de fake news. Donc, si on peut passer cette vidéo pour bien refixer les choses. Je passe la vidéo. Je me mets Normalement, on a dessus. testé. Techniquement, ça fonctionne. Ça passe. Hop. Normalement, là, vous voyez mon écran, ça devrait être bon. Vous voyez le... Je ne vois pas. Je me remets dessus. Les aléas du live, désolé. Là, normalement, c'est bon. C'est bon. Ouais, C'est bon. parti.
Pas de son pour la vidéo. Pas de son pour la vidéo. Ah, Ah, il n'y a que nous qui l'entendons, c'est ça? Oui. mince. On va refaire le partage. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, j'ai bien mis inclure le son. Et si on met un micro là, on va voir. L'électricité est décarbonée. Oh, c'est pire, il y a un écho. Bon, écoutez, c'est peut-être pas très grave, parce qu'on a mesure où en fait on est quand même limité par le temps. Donc la vidéo, on vous remettra le lien et vous pourrez la visualiser, mais Ah, je descends sur ton ordi, je crois. c'était important de repréciser qu'effectivement, on a quand même un impact carbone du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique qui est extrêmement plus faible, et qui est effectivement dans une analyse de cycle de vie dans lequel on prend effectivement la fabrication du véhicule, la fabrication de la batterie, mais également l'usage. Par contre, il est vrai que le véhicule électrique, à la fabrication, a un impact CO2 plus important, notamment de la batterie. Ce qui pose aussi la question d'ailleurs de rapatrier les fabrications de batteries en Europe et des questions de souveraineté autour de ces sujets-là. Mais je vous laisserai du coup regarder cette vidéo. Par rapport à tout ce qui a pu être présenté, et notamment par Mélanie, on va essayer de donner quelques éléments d'explication, en fait, parce que, enfin, effectivement, les lois de finances, c'est ce qui s'est passé en fin 2024, en 2025, a amené l'État et le gouvernement à mettre des mesures un peu contraignantes. Et juste pour donner le sens, c'est qu'aujourd'hui, on a un parc véhicule en France qui est vieillissant. Et d'ailleurs, il a plutôt tendance à vieillir parce qu'effectivement, il y a des questions aussi. On renouvelle son véhicule quand on a moins d'incertitudes. On est rentré depuis, je dirais, les élections législatives anticipées de l'an dernier, du mois de juin, et quelques événements, autres événements, l'arrivée de Trump, enfin un certain nombre de choses. On est rentré dans une période d'incertitude, et l'incertitude, ça freine l'investissement, que ce soit l'investissement particulier ou que ce soit l'investissement au sein des entreprises. Et aujourd'hui, on a un parc de véhicules qui vieillit. Il faut savoir qu'un véhicule qui rentre dans le parc aujourd'hui, il y reste 25 ans. Et donc, on voit bien que derrière ça, toutes les années, on va prendre en retard en conversion de ce parc, indépendamment de la question de la taille du parc, parce que comme on l'avait vu avec l'ADEME, on peut aussi évidemment avoir de la sobriété dans la mobilité. Il faut qu'on pousse la mobilité propre, la mobilité décarbonée, le covoiturage. Donc, on peut espérer, je dirais, dans le temps, avoir un parc véhicule plus modeste, enfin moins conséquent. Mais en attendant, sur le parc qu'on aura demain, il se constitue aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un parc qui est vieillissant. Il faut quand même savoir, l'acheteur aujourd'hui de véhicules neufs particuliers en France, il a plutôt 55 ans en fait. Alors quand c'est un véhicule électrique, c'est plutôt plus jeune, une dizaine d'années, on est plutôt autour de 45 ans. Mais on a ce sujet-là de ces transitions et dont l'effet et le bénéfice se fait sentir dans la durée. Ça, c'était important de le rappeler. Je pense qu'on peut aller à la diapo suivante. Ça permet d'expliquer pourquoi en fait on a mis toutes ces mesures et toutes ces contraintes et ces pénalités sur les entreprises. C'est que les véhicules neufs qui rentrent sur le parc français, ils sont d'abord et avant tout achetés par les entreprises et les collectivités. Et c'est de plus en plus vrai. Je vais le dire autrement, les Français, à titre privé, ils n'achètent peu ou pas de véhicules neufs. Et donc, en fait, on voit derrière ça que les entreprises et les collectivités ont un rôle particulier. Et ce qu'on a mis en dessous, qui est un graphe, c'est qu'aussi, en fait, depuis quelques années, on observait un décalage, finalement, en termes de motorisation, entre ce qu'achetaient les entreprises, on le voit très bien sur le graphe de gauche, où ils achetaient encore beaucoup de diesel, alors que dans le même temps, les Français avaient, eux, abandonné le diesel. Ils achetaient par contre très peu d'électricité, et proportionnellement, les Français achètent plus d'électricité. Ça a des conséquences aussi sur les valeurs de revente, et donc derrière, sur les questions de total cost of ownership. Je
pense peut-être que l'intervenant suivant en parlera, mais quand des entreprises achètent des véhicules, elles achètent essentiellement en leasing, et quelque part, l'économie repose finalement sur la façon dont le banquier, je vais dire comme ça, anticipe la valeur de revente. Et donc, s'il n'a pas, si les entreprises n'achètent pas des véhicules tels que les Français vont les acheter derrière, eh ben, il peut y avoir des distorsions et qui peuvent amener à des valeurs de revente plus faibles. Et si on a des valeurs de revente plus faibles quand on fait le leasing, ça veut dire que derrière, on n'a pas non plus les mêmes prix de leasing et d'amortissement. Hein. Voilà. Tout ceci pour dire, en fait, hein, si on passe à la diapo suivante, suivante si tu veux, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui les grandes flottes, elles étaient plutôt en retard dans la mise en œuvre de l'application de la loi de l'homme, hein, la loi d'orientation des mobilités électriques, tout à fait. Donc, du coup, d'où les mesures un peu coercitives qui ont été mises en place de pénalité, parce qu'effectivement, la loi, elle ne prévoyait pas, enfin, elle prévoyait un arrêté sur lequel il y a des pénalités, mais il n'avait pas été mis en œuvre depuis 3 ans. Et on voit que finalement, il y a un enjeu pour les entreprises à se verdir, parce qu'elles ont leur propre bilan carbone, elles ont évidemment leur analyse, mais derrière, c'est un enjeu non seulement pour les sociétés, mais c'est aussi un enjeu de société, parce que c'est ce marché-là qui viendra alimenter le véhicule de tout le monde demain ou après-demain, quand il va sortir de sa période d'entreprise, c'est-à-dire, on va dire, entre 4 et 5 années. Voilà. Alors, j'ai remis un graphe, alors c'est un peu un élément de chaîne, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises, quand même, que pour le coup, qui ont engagé leur transition. J'ai envie de souligner le groupe La Poste, parce que c'est un de nos adhérents à la Verwest, qui a été un des premiers à mettre en place ces mobilités électriques. Il y a d'autres acteurs comme Orange. Je ne suis ni actionnaire ni de La Poste, ni d'Orange. Et puis, à contrario, d'autres entreprises qui ont plus de mal à mettre en œuvre ce programme et d'accélération. Néanmoins, et je vous ai remis le dernier baromètre de la VerFrance du mois d'avril, c'est qu'avec ces mesures qui s'appliquaient au 1er mars et au 1er février, pour certaines, telles qu'elles ont été présentées par Mélanie, on perçoit dans les ventes de ces mois-là un point d'inflexion. C'est-à-dire que, in fine, un certain nombre d'entreprises prennent conscience de l'importance de cette nouvelle fiscalité et donc sont aussi en train d'adapter finalement leur car policy. Et on commence à percevoir quelques signaux faibles que c'est en train de bouger. Donc, ça peut être le bon moment de se poser la question, de mettre en place une politique un peu plus importante sur les mobilités propres. Si on avance encore, alors ça a été dit tout à l'heure par l'ADEME, mais effectivement, jusqu'à la fin de l'année dernière, le dispositif d'aide à l'achat d'acquisition d'un véhicule propre, d'un véhicule décarboné, qui soit électrique, était une aide de l'État, en fait, hein, fondamentalement, et ceci pour les particuliers et les entreprises. Ce qui s'est passé au 1er janvier, je ne reviens pas sur les discussions autour de la loi de finances, mais l'État a décidé de garder une aide directe pour les particuliers, même s'il a très nettement baissé les aides, et en revanche, il a fait basculer l'aide qui accompagne les entreprises et les collectivités qui achètent ou qui louent des véhicules électriques, et ben du budget de l'État au certificat d'économie d'énergie. Et donc, il appartient aux énergéticiens. Finalement, c'est les énergéticiens qui financent le dispositif à travers effectivement le mécanisme des C2E. Et donc, on est passé pour les entreprises et les collectivités sur un système où c'est le mécanisme des C2E qui vous permet d'avoir une aide à l'acquisition de véhicules. Alors, c'est valable pour les véhicules légers, les véhicules utilitaires, c'est valable pour les bus et les cars électriques, parce que c'est quand même un peu la nouvelle frontière de la mobilité électrique, c'est-à-dire qu'avec la baisse des prix des batteries qu'on a observé partout, avec l'augmentation des autonomies, eh ben, la mobilité électrique, elle ne se contente plus uniquement du véhicule léger, on a quelques signaux et quelques gammes qui arrivent sur des véhicules utilitaires, des camions, des bus, et on a des aides pour accompagner qui viennent pour partie compenser le surcoût à l'investissement. Je vous ai mis un tableau d'aide. Alors évidemment, la différence entre le mécanisme des C2E et les mécanismes d'aide d'État, c'est que les aides d'État, c'est un montant, c'est X euros dans quelle catégorie. Les C2E, c'est une discussion qu'il peut y avoir entre vous et votre fournisseur d'énergie, avec votre actionnaire. Je vous ai mis un tableau qui est public, des aides qui peuvent être apportées. Comme on n'aime pas les choses très simples, vous voyez qu'en fonction de la taille de votre société, si elle a plus de 100 véhicules, la taille de votre collectivité, l'aide peut être différenciée. Grosso modo, les grandes collectivités et les grandes sociétés sont un petit peu moins aidées que les plus petites, hein, pour l'achat d'un véhicule léger, voilà, ou d'un utilitaire. À la fin, on vous donnera des liens. Vous pouvez trouver toute l'actualité, toute l'information en complément des liens qui ont été donnés par l'ADEME. On poursuit. Dans le même temps, il y a effectivement aussi, depuis ce début d'année, des obligations renforcées pour la recharge. Il y a encore eu, si vous suivez l'actualité, 2 ministres qui se sont déplacés vendredi dernier pour parler de ça.
Pour les bâtiments non résidentiels existants qui disposent de plus de 20 places de parking, ils doivent obligatoirement maintenant disposer d'un point de charge. Et il y a des sanctions qui sont prévues par la loi, en fait, si ces dispositifs ne sont pas mis en place. Je crois qu'après, on a une petite diapositive sur les aides. Alors, effectivement, à côté de la loi et de son dispositif un peu coercitif, on a effectivement aujourd'hui des aides d'installation à la recharge qui sont portées par Advenir. Advenir est un programme d'aide à l'installation d'infrastructures de recharge qui est porté par la VER France et dont la VER Ouest se fait ici l'écho. Alors, pendant longtemps, on a financé avec Advenir des aides à l'installation d'infrastructures de recharge dans les entreprises. Aujourd'hui, l'État a considéré que la pompe était amorcée, qu'il y avait des obligations, et donc les dispositifs d'aide se concentrent sur des situations d'entreprise un peu particulières. Les professionnels des services de l'automobile, ils sont en première ligne, des loueurs courte durée, parce qu'eux aussi, ce sont des gens qui vont alimenter le marché de l'occasion pour les véhicules particuliers, et sur lequel il y a un effort particulier à faire pour les accompagner. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aides à l'acquisition de camions parce qu'il arrive des gammes de camions électriques et donc il y a aussi des aides pour accompagner les entreprises à équiper des infrastructures de recharge pour les camions, qui sont des infrastructures dédiées. Pour les poids lourds et les flottes, notamment, ça peut être des installations d'infrastructures dans les entrepôts, dans les dépôts. Et puis, il y a aussi une question particulière autour des taxis, autour des gens qui font de ce type de mobilité, qui ont aussi besoin d'un accompagnement spécifique. On voit bien notamment dans les taxis, quand on les promène dans les gares, dans les aéroports, c'est des endroits contraints, il faut un peu accompagner le mécanisme. Et donc, le dispositif accompagne en particulier ces flottes-là. Continuez. Les métiers de l'automobile aussi sont particulièrement concernés. Enfin, c'est plus toutes les entreprises, c'est un certain nombre d'entreprises. Et puis, il y a, je l'ai dit, les véhicules de courte durée ont également une extension. Voilà. Et puis, un zone spécifique sur les gares et aéroports qui sont une nouvelle frontière aussi sur lequel il faut conquérir. Donc, on est passé d'un dispositif qui aidait toutes les entreprises à un dispositif en matière d'infrastructure qui est plus sélectif et qui est lié au fait que beaucoup d'entreprises ont déjà amorcé leur démarche et que d'autre part, elles sont contraintes par la loi aujourd'hui. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'un projet d'électrification d'une flotte de véhicules, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, ce n'est pas un simple changement de véhicule. C'est-à-dire que c'est quand même une conduite du changement et il est important en fait d'écouter un petit peu tout ce qui peut être exprimé. Il y a quelques éléments là qui résultent d'enquêtes qui ont été conduites auprès des entreprises. D'abord, il ne faut pas dire que le véhicule électrique, il ne faut pas dire que, OK, demain, je décide parce que j'ai un risque de pénalité ou de fiscalité accrue, 100% des véhicules seront électriques. Non, il faut quand même faire un travail qui est un travail précis. Il faut regarder les différents cas d'usage. Tous les cas d'usage ne sont pas identiques. Il faut avoir l'honnêteté de répondre qu'aujourd'hui, à la maturité technologique dont on dispose sur les véhicules électriques, il y a des cas d'usage où il y a une forme d'incompatibilité. Alors, plus le temps avance, plus la technologie, plus les produits, plus l'offre est élargie, plus les cas d'usage qui sont compliqués à électrifier diminuent, mais ça existe, il faut en tenir compte. L'autre frein qui est souvent avancé, c'est l'autonomie des véhicules, qui est de moins en moins vrai. Enfin, je veux dire, on voit arriver des véhicules aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'action chez Stellantis, mais vous prenez une i3008, aujourd'hui, elle est affichée avec une autonomie de 700 km, donc on commence à avoir quand même des véhicules qui aussi, du fait de la baisse des prix des batteries sur le marché, commencent à couvrir de plus en plus de cas d'usage. Un prix catalogue élevé, ça c'est vrai, aujourd'hui c'est une vérité, et ça renvoie, mais peut-être que ça sera évoqué tout à l'heure, c'est la question de regarder ça non pas en prix catalogue de véhicule, mais en total cost of ownership, en intégrant effectivement tous les coûts, évidemment les coûts d'acquisition, mais aussi effectivement les coûts d'usage, et puis la fiscalité associée au véhicule. Et dans ces cadres-là, on se rend compte, je vous ai mis quelques exemples, je vous ai mis un exemple. Un certain nombre d'acteurs ont fait des calculs, je pense que c'est à Orange, en fait, qui montrent qu'effectivement le TCO peut être significativement plus faible aujourd'hui sur un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. L'insuffisance des infrastructures de recharge, ça relève de plus en plus de la fake news aussi, parce que en fait, il faut quand même savoir que le nombre d'infrastructures a fait x4. En 2-3 ans, là, le nombre d'infrastructures de recharge rapide aujourd'hui a été multiplié par 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrêtez sur une station d'autoroute, vous n'allez pas à vous poser la question, vous allez trouver systématiquement plusieurs chargeurs rapides sur lesquels vous allez en 20 minutes pouvoir repasser de 20 à 80%. Mais ça persiste, c'est pour l'entendre, il faut pouvoir l'adresser. Il faut pouvoir aussi accompagner les acteurs pour savoir comment identifier les points de recharge rapide. Mais
Voilà quelques-uns des freins qu'on entend. Je vais faire après un zoom un peu particulier sur les utilitaires. Parce que les utilitaires, c'est quand même quelque chose aussi, c'est important en fait en matière de véhicules d'entreprise. Bon, j'ai envie de prendre le cas typique du technicien, en fait, hein, technicien de maintenance, technicien d'intervention, qui a un petit utilitaire, et finalement, il ne repasse pas forcément à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il fait ses tournées, il va voir les clients, il va dépanner, il va faire ses interventions de maintenance. Et donc, là, on a un cas d'usage qui est un peu plus compliqué, parce qu'il n'a pas forcément une maison individuelle, il peut être en habitat collectif, il peut être en habitat à loyer modéré. Et donc là, il faut aussi prendre une attention particulière. Et qui plus est, on a eu au début des premiers véhicules utilitaires qui avaient des autonomies qui étaient quand même plutôt très réduites. On parlait de 80 km, c'est plus le cas aujourd'hui, on a 200, 300 km. Mais il faut quand même porter une attention particulière à la façon dont ce véhicule va se recharger, de façon à effectivement ne pas non plus créer de contre-référence. Mais de plus en plus, encore une fois, de plus en plus, on a une situation. Ce que nous disent la plupart des entreprises, c'est qu'il faut vraiment être très attentif à la mise en place d'infrastructures de recharge en nombre et en quantité suffisante. C'est-à-dire que pour éviter ce pain point qui peut être la recharge, il faut vraiment faire attention que les parkings d'entreprise soient bien équipés, que potentiellement les domiciles des salariés soient équipés. Et on le connaît encore, il y a encore des freins, notamment dans les gens qui sont en copropriété. Il y a eu des annonces des ministres qui sont déplacés vendredi dernier, avec une idée qu'aujourd'hui, Enedis, Enedis, mais pas que Enedis, c'est qu'à partir du moment où il y a une décision votée en copropriété d'une installation d'infrastructure, que celle-ci soit opérationnelle 6 mois après la décision. Ça, aujourd'hui, on est plutôt sur des temps plus longs. Donc, on voit que petit à petit, un certain nombre de freins se lèvent. Il y a aussi la frontière de tous ceux qui n'ont tout simplement pas de place de parking, et dans lequel, évidemment, les collectivités vont avoir un rôle essentiel à jouer parce que beaucoup de véhicules dorment dans la rue et il faut aussi pouvoir adresser ce type de population. Donc, encore une fois, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, il y a des cas d'usage. Il faut commencer par les cas d'usage les plus faciles, il faut avoir des ambassadeurs, c'est tout ça qui permet d'avancer. Il ne s'agit pas de dire, hop, demain, je remplace tous mes véhicules par des véhicules électriques. Il y a aussi, si on va sur la diapo suivante, des points autour exprimés par les salariés. Alors, on va retrouver le peur de la panne, l'autonomie. Donc, encore une fois, accompagner, bien expliquer où est-ce qu'on trouve les bornes, comment ça fonctionne, comment ça se recharge un véhicule électrique. Il y a la question pour ceux qui ont des véhicules de fonction, des trajets exceptionnels. On sent bien aujourd'hui que les véhicules sont souvent dimensionnés pour les 2-3 déplacements de l'été. Et là, il y a des solutions, mais ça pourrait peut-être être partagé, qui peuvent être aussi de ne pas avoir le même véhicule pour ces 2-3 déplacements, d'avoir d'autres solutions. Les entreprises les accompagnent avec, plutôt qu'avoir un véhicule fonction, un forfait mobilité qui permet de mettre en place des choses. Il y a l'image des véhicules. Alors, ça renvoie à la question que quand on a des véhicules chers en prix catalogue, on peut être tenté au niveau de l'entreprise de dire OK, on va les prendre inférieurs. Donc, ça, forcément, ça a un impact sur le salarié. Et peut-être qu'il faut faire un calcul en TCO et montrer qu'au contraire, dans un calcul en TCO, on peut peut-être lui donner un véhicule un peu plus haut de gamme. La complexité de la recharge, on en a largement parlé. Voilà, j'y reviens pas. Donc, encore une fois, ce que j'ai envie de dire, si je devais donner quelques... vas-y, tu peux avancer. Excuse-moi. Si on peut donner quelques idées ou quelques bonnes pratiques, c'est vraiment, ça doit vraiment être travaillé en mode projet et en logique de conduite du changement. Ce n'est pas un changement énorme hein, quand on y réfléchit. Hein, c'est quand même beaucoup plus compliqué de mettre en place des solutions de covoiturage, de développer de la mobilité douce, de la mobilité propre. Je pense que le changement est plus important, mais pour autant, le passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est une conduite du changement. Et donc, il faut aussi, notamment dans cette période où on doit, en même temps qu'à mettre des véhicules, on doit mettre des infrastructures de recharge, et ben, ça doit mobiliser différentes parties prenantes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne passe plus que d'une logique de gestionnaire de flotte, et ben, ça peut impacter les gens qui ont l'immobilier, enfin d'autres gens qui ont d'autres fonctions au sein de l'entreprise. Et donc, il faut vraiment, pour le réussir, s'organiser en mode projet. Ce qui est aussi clair dans les facteurs clés de succès, c'est qu'il faut un sponsor fort, et si possible que ça vienne de la direction du COMEX, c'est-à-dire qu'en fait, l'exemplarité par le haut, ça reste valable, c'est vrai sur tous les sujets, et c'est vrai aussi sur ce sujet. La cartographie des usages, vérifier que les usages, pour commencer par les usages qu'on peut électrifier plus facilement. Je l'ai dit aussi, l'approche facilitante pour la recharge, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas forcément faire l'économie de proposer d'installer une infrastructure de recharge au domicile du salarié, parce que sinon, ça peut être un frein à l'adaptation. Et puis, et c'est un des rôles, sinon le rôle essentiel de l'AVER, c'est l'information des utilisateurs, et là-dessus, on est aussi capable de vous accompagner. Je vous ai mis un exemple là, du bureau Veritas, hein, qui a
qui a décidé, qui avait, enfin, qui a décidé d'équiper intégralité, de basculer l'intégralité de sa flotte. Parce qu'en fait, le Bureau Veritas, bon, ils vendent des prestations. Et donc, quand ils ont fait leur bilan carbone, et ben, évidemment, l'essentiel du bilan carbone de l'entreprise Veritas, elle vient de la mobilité de ses salariés. C'est une entreprise de service. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'y sont mis, mais ils se sont vraiment organisés. Il y a des très beaux témoignages de la directrice sur ce sujet. Je vous invite à les regarder. Hein. Voilà, je ne sais plus si. Et puis alors pour aller plus loin, oui, pour conclure, parce que bon, on est bon, on est dans les temps. On est bien, on est dans les temps. Mais dire qu'effectivement, d'abord, donc effectivement, au nom de l'Averroès, vous avez Ryan qui est aujourd'hui, vous avez mis ses coordonnées, qui est là. Et puis, vous pouvez étonnamment trouver des informations extrêmement pertinentes sur Je roule en électrique, hein, qui est un des sites de l'Aver France. Et puis pour les aides, tout ce qui est les aides, le programme Advenir.mobile, qui vous donne aussi toutes les informations sur ces sujets-là. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bon, moi, en tout cas, c'était très clair. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat, mais s'il y en a, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois que Mélanie, merci Mélanie, a répondu aux 2 questions qu'il y avait sur sa partie. Du coup, après tout ce qu'on s'est dit, on a quand même besoin d'un témoignage. Qu'est-ce qu'il en est concrètement dans une entreprise? Je te laisse, Nicolas, parler de... Donc, avec un petit peu d'avance, tu voulais retenter de passer la vidéo, donc pas de souci, où je démarre. Vas-y, je vais essayer plutôt à la fin, comme ça on verra. Voilà, dans tout ce qui a été dit, moi je me retrouve dans beaucoup de points aussi qui ont fait l'objet de travail transversaux, puisque cette transversalité, elle est essentielle finalement quand on veut travailler un sujet de mobilité, qui est un sujet parmi d'autres finalement qui sont travaillés, notamment sous l'angle, alors je reprends ma casquette RSE, de décarbonation, qui est un fil conducteur aussi, et des engagements qui sont donnés auprès de nos actionnaires, auprès de nos clients, et qui sont traduits aussi par des faits et des chiffres qui se situent dans un rapport intégré ou un rapport RSE qui est publié chaque année sur le web, hein, donc tout le monde y a accès, et la preuve par les chiffres, la preuve par les faits, tout est dedans, et toutes les BU ou SU sont mobilisées autour de cet objectif. Et s'agissant des mobilités, on le verra un petit peu après, il y a une comitologie aussi qui est en place. Si on peut passer slide. L'idée, c'est que chaque région répond à un cap, à une ligne stratégique qui est donnée par le groupe, mais bien évidemment, il y a des variantes dans ce cap, puisqu'on est un raisonnement global sur le rapport intégré, et chaque région doit y contribuer avec ses forces et ses atouts, ses handicaps. Et en l'occurrence, il y a 11 régions qui sont cartographiées en France, dont la région dont j'ai le plaisir de m'occuper, s'agissant de la RSE, le Grand Ouest, qui représente donc 3 régions administratives, donc le territoire ligérien, la Bretagne et les Pays de la Loire, et avec des distances par rapport à nos cartographies physiques de sites qui sont relativement conséquentes quand on regarde aussi, quand on se compare, même si comparaison n'est pas raison, à d'autres régions. Donc les politiques de mobilité en la matière peuvent varier. Néanmoins, le but commun et la ligne stratégique du groupe doit être respecté au global. Donc, pour vous le cartographier, donc on a des directions commerciales, nous avons des centres d'affaires, nous avons des entités plus locales et surtout aussi des métiers en nomadisme. Hein. Il y a plus de 2000 collaborateurs dans la région qui travaillent pour le groupe. Et en 2023 et 2024, on a également intégré les collaborateurs de Crédit du Nord, qui avaient aussi une flotte de véhicules et dont il a fallu aussi bien identifier les métriques, les différentes composantes et avoir ce diagnostic précis, comme ça a été précisé au départ, avant d'engager une nouvelle phase de nos politiques de mobilité. En cela, vous voyez le siège régional rennais, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de métiers en nomadisme, c'est-à-dire apporter de l'expertise dans les points de vente, dans les agences, et c'est-à-dire des mobilités, la vision ne faisant pas tout. Voilà le contexte tel qu'on peut le préciser aujourd'hui. Et pour conclure, on a une agence des mobilités, on va dire plusieurs mobility centers que vous retrouverez sous le nom d'Evans, qui est la nouvelle marque en quelque sorte de notre agence des mobilités véhicules de moins de 3,5 tonnes et qui est issue de la fusion entre elle et Automotive. Certaines entreprises connaissent peut-être encore plus cette enseigne-là, et de LeasePlan, qui a donné naissance à la marque Evans.
On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, lorsqu'on évoque les mobilités, il y a une trajectoire de décarbonation qui nous est chère aujourd'hui, avec des ambitions qui sont à 2050 bien sûr, mais bien avant aussi à 2030, et les mobilités doivent s'y intégrer. Tout à l'heure, on parlait également des données physiques. Les données physiques, c'est aussi l'immobilier qui porte aussi sa contribution dans cette décarbonation, et on voit que l'immobilier est très lié aussi à l'électrification des parcs. Pour rejoindre ce que disait le précédent intervenant de l'AVER Ouest, la gouvernance des mobilités est essentielle, et notamment dans les grandes entreprises, puisque les impacts peuvent être colossaux, à la fois dans l'efficacité opérationnelle, l'efficacité organisationnelle, impactent aussi certains objectifs de BU. Et en l'occurrence, par exemple, le groupe Société Générale a une gouvernance mensuelle des mobilités qui relie les filières logistiques, les filières achats, la direction de la RSE pour tenir ce cap de la décarbonation, le secrétariat général, mais aussi cet intervenant externe qui est filiale, certes, mais en quelque sorte externe de nos régions, qui est Evans, et qui apporte toute cette expertise dans la data, dans le diagnostic, dans le calcul des TCO, qui est le levier clé finalement pour faire le choix aussi de l'orientation de nos car policy. Plus concrètement, parce que le concret est important pour les entreprises, je le vois, j'en rencontre beaucoup, pas spécifiquement sur le sujet des mobilités, mais des RSE au sens large, cette cartographie de là où on en est, quels sont nos usages aujourd'hui du véhicule, comment on se projette demain dans notre maillage, dans notre dispositif, et c'est souvent lié aussi à l'analyse des flux, finalement, des flux physiques qu'on entend, de nos développements plus étendus, moins étendus, c'est important d'avoir un petit peu cette vision de l'usage et de l'usage projeté. Nous, on a eu cette chance aussi, c'est d'avoir une flotte complètement externalisée, c'est-à-dire que la propriété n'est plus clé, en tout cas dans notre vision, et l'idée c'est la mobilité est un usage, et au final l'agilité on la trouve presque plus dans les locations longues ou moyennes durées, puisqu'on a des contrats, on associe des kilomètres, on associe un usage qui est partagé ou pas partagé, et derrière on arrive à cartographier tout ça et de se dire bien sûr la cible c'est l'électrique, c'est l'avenir, mais comment, sous quelle échéance et avec quel impact à la fois sur l'organisation, sur nos performances et sur nos émissions de carbone. Donc aujourd'hui, il y a eu un épisode dont on parle moins aujourd'hui, mais qui a été assez déclencheur, je trouve, c'est l'épisode Covid, avec beaucoup plus de volonté d'immédiateté dans les relations à la fois avec nos parties prenantes internes, nos BU, nos SU, nos agences, mais aussi avec nos clients qui eux-mêmes ont déployé des dispositifs aussi de nomadisme, avec parfois des réunions entre la banque et le client qui associent le dirigeant, le directeur financier ou d'autres compétences dans l'entreprise, et qui eux-mêmes ne sont pas forcément sur le même site. Donc la visio relie aussi ses ambitions et d'avoir les bonnes réponses et sur les temps les plus courts. Après, bien évidemment, la banque s'incarne en physique et elle doit être au plus proche de ses clients. Et nous-mêmes, en tant qu'experts de certains domaines, la conduite du changement, qui est chère finalement dans toutes nos actions, nécessite aussi ces contacts avec les entreprises, et donc les mobilités physiques. Et sur un territoire comme les nôtres, le report modal est quand même plus difficile que dans d'autres régions, et ce qui explique aussi certains chiffres qu'on peut avoir qui sont un peu moins volontaristes que certaines régions, beaucoup plus denses dans leur maillage, avec un électrique. Alors j'ai vu quelques exemples d'entreprises qui sont nos compétiteurs, avec un électrique qui prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui, mais qui reste à 7% sur notre région. Pour autant, le zéro diesel, on l'a vu depuis déjà plusieurs années, hein, c'est pas que de cette année, et c'est extrêmement juste ce que vous disiez, puisque c'est la valeur d'usage de demain et la capacité à les revendre aussi sur le marché, parce que derrière on a un véhicule, on le loue, il n'est pas jeté, et fort heureusement il a une seconde vie. Et donc dans cette seconde vie, si vous avez du mal à l'appréhender parce que un particulier va peut-être se désintéresser du diesel pour une raison peut-être de ZFE, ou de conviction personnelle. L'idée, c'est aussi de gérer, d'essayer de déchiffrer ces usages de demain en la matière. Donc ça a été aussi un conseil très fort d'Evans, qui nous accompagne dans la gestion de notre flotte. Et donc on a eu une bascule vers des plus petites motorisations,
moins émissive et plutôt du sans-plomb, parce que j'ai écrit le sans-plomb, qui représente aujourd'hui 35% de notre flotte, mais en très très forte baisse, puisque chaque renouvellement se fait aujourd'hui entre l'électrique, au-delà du volontarisme nécessaire de la loi d'orientation des mobilités, qui est de mémoire aux alentours de 20% des renouvellements, on est au-delà. À date. À date, Ça ne cesse de monter année après année, en fait. Exactement, oui, et on l'a vu dans un graphique qui a été présenté, on parle à date, et donc l'hybride a pris le pas, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas de véhicules en 100% thermique, alors même que les cylindrés sont moins émissifs que celles du passé. Donc on va voir aussi ce décrochage entre l'hybride, alors non rechargeable, j'aurai un petit mot sur les bornes aussi et sur la conduite du changement en matière de recharge, vers davantage d'électrique dans les trimestres et années à venir. Et bien évidemment, on tient compte aussi d'échéances de contrat, parce que généralement les contrats sont faits sous 4 à 5 ans, et donc cette logique de diagnostic nous invite aussi à une vision projective des renouvellements et d'une conduite du changement sur les usages. Un KPI clé, c'est dire un véhicule, un usage aujourd'hui, mais qui n'est pas son usage de demain. Et c'est une cartographie. Et cette cartographie est faite grâce à la data de nos applications de location longue durée. Et en l'occurrence, le parti pris, c'est-à-dire de regarder les flottes avec des véhicules qui roulent moins de 5000 km par an, moins de 7500 et moins de 10 000 km. Ça, c'est sur le Grand Ouest. On note bien évidemment, et c'est normal, des écarts avec d'autres régions, mais c'est un élément clé dans la construction d'une trajectoire et donc de la phase 2. Ensuite, que vous voyez sur la droite, ensuite, il y a la cartographie des usages, puisque un véhicule faisant moins de 5000 km, ce n'est pas forcément un véhicule qui est obligatoirement à supprimer au titre de la sobriété, puisque on doit regarder aussi son utilisation, son usage et la fréquence de ses usages, et qui l'utilise, qui au pluriel. Donc, est-ce qu'il y a 4 ou 5 collaborateurs ou c'est un seul collaborateur? Et là, le choix, finalement, de la décision ne va pas être la même. Zone urbaine, vaste et peu dense, trajet très long, trajet très court, et toutes ces données-là, on les a finalement par la data de la location longue durée. Alors, il y a bien évidemment, et vous l'avez exprimé, monsieur Laverouest, le sujet aussi des RH. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aussi des autorisations qui ont été données. On prend un poste, il y a des avantages qui peuvent être différents d'un poste à un autre. Il y a des zones qui sont plus incitatives à venir, d'autres, on parlait d'attirer des talents. Donc, c'est un avantage aussi. Je ne parle pas d'avantage en nature, parce que les véhicules dont je parle sont des véhicules de service, c'est-à-dire qu'il y a des tolérances de trajet domicile-travail, mais pas d'usage au titre des véhicules de fonction. Et donc, on ne revient pas sur des accords. On a une responsabilité employeur et de tenir les engagements à la prise de poste. Donc, c'est aussi un cadencement. Et peut-être qu'un poste qui profitait de tel ou tel avantage n'en profitera plus ou d'une manière différente demain. Donc ça, c'est vraiment notre part de responsabilité employeur qui doit être partie prenante de la position de la gestion de parc, d'où la transversalité des comités de gouvernance. Ensuite, les infrastructures. Donc, la capacité des bornes de recharge. Effectivement, fausse barbe, pas fausse barbe. Nous, on a pris le parti de dire que dès lors qu'on a une capacité de recharge sur nos propres sites aujourd'hui, demain, ça évoluera. On en parlait. Il y a des mappings qui sont faits notamment par des grandes marques de distribution de carburant ou d'énergie et qui tendent à s'étoffer et qui constitueront forcément une phase aussi d'aide à l'électrification, mais là qui aujourd'hui, à ce stade, invite plus de complexité pour nos collaborateurs et les usages qu'ils en font, et notamment par des axes qu'on prend de plus en plus, qui consiste à dire un véhicule n'est pas sous l'autorité d'une personne, mais plutôt c'est son usage qui est partagé au sein d'une équipe, voire de différentes BU et différents métiers. Et donc, du coup, ça aurait été une complexité complémentaire par rapport à cette vision qu'a présentée, je crois, c'est l'ADEME tout au départ, la vision de sobriété, c'est-à-dire déjà rationaliser le parc. Bien évidemment, il y a des logiques économiques comme dans toutes les entreprises, mais c'est surtout, il ne faut pas qu'on ait une logique purement économique liée à la mobilité qui détruirait de la valeur et de la qualité de service et de la satisfaction collaborateurs et clients liée à un surcroît de volontarisme en matière d'économie liée à la mobilité. Et enfin, on est en train de travailler davantage les notions de car sharing et de pooling. On en dira un petit mot donc juste après.
Une fois ce diagnostic fait, bien évidemment, qui est propre à notre vision des choses, il y a sans doute des KPI qu'on oublie, mais le sujet est suffisamment complexe déjà avec ceux qui sont affichés à l'écran pour ensuite passer à une phase d'action, puisque c'est l'action qui donnera le résultat, et d'avoir une vision projective de la flotte. Donc la gouvernance, on en a parlé. Plutôt, alors en région, on y intègre également les BU, parce que les BU sont les agences, les centres d'affaires qui sont en face des clients. Et de ce principe-là, l'idée, c'est de servir et d'apporter la qualité de service. Donc, si on crée des contraintes exacerbées, complémentaires, ça va être déceptif. Et derrière, ça va être un frein justement à ces conduites du changement qui nous sont chères et à l'électrification plus massive que ce qu'on a pu faire dans ces dernières années. L'objectif de décarbonation, je ne reviens pas dessus. Chacun doit contribuer dans sa BU, dans sa SU et dans nos pratiques. La limitation du nombre de véhicules, c'est la partie sobriété. Et ensuite, ce que l'on se dit, et la filiale porte aussi son objectif de mise à la route électrique. Et c'est un objectif qui est affiché dans le rapport intégré. Je crois de mémoire que c'est un objectif de 50% horizon 2026. Donc, c'est-à-dire que nous, étant aussi une flotte gérée dans leur parc, on doit contribuer aussi à cet objectif global. Donc, c'est des objectifs, quelque part, partie prenante quasi interne. Et donc, sur le sujet, donc rationalisation, et il y a un sujet aussi technique, et vous l'avez dit, l'autonomie reste un frein, et on le voit notamment dans le car sharing, dans les premiers retours d'expérience que l'on en a, quand vous avez le choix sur différentes motorisations, le choix du full électrique dans le parc est moins volontariste de la part de l'utilisateur, de l'usager, que de prendre le véhicule hybride, en l'occurrence. Et là, c'est là que la conduite du changement, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, qu'elle est essentielle. Et c'est la politique un petit peu des petits pas, mais démystifier ce contrainte de recharge, de je vais prendre le véhicule et il va pas être chargé, je vais perdre du temps, je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Et derrière aussi ce car sharing, il y a l'usage interne. Et il y a aussi la possibilité demain, qui n'est pas encore déployée, de dire c'est l'usage aussi à titre personnel. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre à disposition le véhicule le soir, le week-end pour nos collaborateurs, et ce qui évitera aussi d'avoir trop de véhicules finalement logés partout en France. Donc ça, c'est des visions un peu plus projectives, mais qui ne sont pas encore déployées sur la région. Mais techniquement, c'est possible. C'est une question aussi de volonté, de discussion avec les partenaires sociaux et de décision de groupe, et auquel, bien évidemment, la région ne peut pas, de son propre chef, décider de certaines stratégies qui doivent être collégiales. Voilà, donc et on a aussi quelques modules de formation, des MOOC à l'autoconduit, à l'éco-conduite, pardon. Beaucoup d'entreprises aussi les mettent en œuvre, et notamment dans le transport routier de marchandises, mais pas que. Et c'est des sujets aussi de limitation et de l'accidentologie qui nous sont chers. Voilà, alors le tableau, je suis désolé, il n'est pas très très beau à voir, mais l'essentiel, c'est un peu plus dans le commentaire, c'est qu'est-ce qu'on voit dans un tableau de bord de car sharing, c'est le taux de progression des abonnements, nombre d'abonnements, nombre de réservations, kilométrage parcouru sur les réservations, l'empreinte CO2 et des sujets d'impact financier. Et ça, ce sont des tableaux de bord qui sont plutôt suivis aujourd'hui encore par les filières logistiques. Ce sont des pratiques qui sont mises en place plus récemment. Il y a des expérimentations en région. Et là, on est effectivement sur des phases expérimentales, post-expérimentales pour certains. Le car sharing, bien évidemment, peut se mettre en place sur des zones plus denses, là où il y a un parc plus significatif. Et comme vous le voyez aussi sur la région, il y a quand même des zones qui sont moins denses, donc où le car sharing sera moins facile de mettre en place. Sur la méthodologie, je crois que le président de l'AVER Ouest l'a très clairement appelé. Il y a des étapes. En gros, ces étapes, il y a un schéma qui est
travaillé par les équipes de consultants avec les entreprises et Evans. Notamment, c'est toute la partie veille réglementaire, la fiscalité, et on voit finalement qu'elle est très évolutive et qu'elle le restera encore. Et cette veille est très importante pour avoir un décryptage au plus clair des enjeux à la fois pour l'entreprise, par rapport à la taille de son parc, ses flux, et sa trajectoire, sa propre trajectoire des mobilités dans sa politique de durabilité. L'analyse des données de flotte, donc quand ces données sont là, la data, c'est très important pour pouvoir prendre les meilleures décisions et les échéancer. L'analyse du TCO, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est le coût de l'usage, et le coût peut être différent d'un usage à un autre, alors même que le véhicule est le même. Les recommandations aussi, c'est-à-dire le conseil, la planification et l'implémentation. C'est quoi? C'est aussi la conduite du changement. Ça a été très largement rappelé, puisque il y a des idées à faire passer et il y a des fausses idées aussi à tuer. Et c'est lourd de conséquences, c'est très lourd à porter pour les entreprises, mais pour autant c'est essentiel à la bonne conduite et en tout cas à la bonne appropriation des volets mobilité. Voilà, donc Manon, tu m'as demandé un petit retour d'expérience. Je pense qu'on l'a à peu près commenté tous autant qu'on est. Et je vois qu'il reste 2 minutes pour laisser aussi quelques places aux questions à tous. Donc les leviers, c'est les expertises. On voit déjà autour de la table et autour de ce webinaire qu'il y a énormément d'expertise à disposition des flottes, des entreprises. Le sujet de la gouvernance, c'est-à-dire en gros que l'objectif de transformation des mobilités soit commun. C'est important, les communs. Le volontarisme, on en parlait tout à l'heure, c'est commencer à impulser pour quel objectif? C'est aussi important. Il y a des objectifs fiscaux, il y a des objectifs réglementaires. Et j'allais dire, pour moi, un cas important, c'est l'avant-dernier point, c'est l'exemplarité. Quand je vais voir un client, je ne peux pas dire, oui, vous en avez tout sur vos flottes, oui, l'électrification, c'est bien. Et derrière, qu'on ne s'applique pas une politique. Ce serait pas cohérent, et l'exemplarité, à mon sens, est essentielle. C'est pas de dire non plus, voilà, le full électrique pour tous, tout le temps. Je pense que c'est la trajectoire. Maintenant, le calendrier sera différent d'une entreprise à une autre. Le tout, c'est de rentrer dans l'action. Donc, on le voit par rapport à d'autres compétiteurs. On n'est peut-être pas forcément hyper à la pointe aujourd'hui. Pour autant, ce qui compte, c'est le cap, la trajectoire et surtout de s'y tenir. Et c'est ça qui est important et qui est véhiculé dans les rapports intégrés d'ailleurs. L'innovation, ça c'est aussi un levier fort puisque l'autonomie des véhicules et la force des infrastructures, qu'elles soient privatives ou partagées, grandit. Et donc cette innovation va servir, c'est pas le seul levier d'action, mais c'en est un quand même pour aider à ces mobilités et à prendre le cap. Le réglementaire, on va pas revenir dessus, contrainte ou opportunité, chacun y voit son angle de vue. Pour moi, c'est une belle opportunité pour prendre une feuille de route RSE, en tout cas. Sur les résistances et les freins, le président de la Vers Ouest en a précisé bon nombre déjà. Le stress. Démystifier. Démystifier, parce que tous les collaborateurs n'ont pas de véhicule électrique avec leur propre courbe d'expérience chez eux. Donc ça, c'est véritablement une conduite du changement à porter et forte. C'est aussi toute la partie l'avantage un peu personnel, domicile-travail versus un partage. On l'entend aussi sous l'angle du partage de la valeur. Oui, il y a d'autres KPI de mesure de performance des entreprises et ça nécessite aussi un autre mindset, un mindset aussi de cette approche même de l'usage d'un véhicule dans une communauté et voir une communauté un peu plus partagée. C'est pas mon département précisément, c'est pas mon pool de métiers, c'est aussi des métiers qui sont peut-être à un étage en dessous. Donc voilà, et ça nécessite une digitalisation pour simplifier aussi la réservation, où on en est dans le niveau de carburant et ainsi de suite, pour éviter cette surcharge mentale aussi qu'est la mobilité. Et les infrastructures, puisque on a vu, on est beaucoup multisites, on a 260 sites.
des sites plus ou moins gros. On n'est pas forcément propriétaire, loin de là, hein. C'est aussi l'économie de l'usage sur l'immobilier. Et il y a aussi des discussions avec des propriétaires ou avec des collectifs ou sur des parkings, de pouvoir aussi se charger. Et on entend bien sûr aussi ces recharges qui se déploient sur l'ensemble des réseaux, qui va être une phase assez déterminante aussi dans la puissance du déploiement des véhicules électriques. Voilà en gros le témoignage que j'estime le plus juste finalement des difficultés et des leviers qui s'offrent à nous pour décarboner et passer le plus massivement possible à l'électrique. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, donc, c'est un fort besoin d'accompagner ce changement pour repenser ses modes de déplacement, pour repenser son mode de travail. Et c'est un peu le principe même de la transition écologique aussi, c'est d'accompagner au changement, que ce soit sur les mobilités ou tout autre sujet, c'est de repenser les choses différemment, autrement. Et merci beaucoup. On a une question dans le chat. Une question qui dit: les intervenants peuvent-ils rappeler les seuils d'alerte en kilomètres par an et en fonction du carburant pour s'interroger sur la pertinence de maintenir un véhicule dans sa flotte? Question assez pointue. Moi, je ne sais pas répondre parce qu'en fait, franchement, on peut avoir, ça dépend des cas d'usage, ça dépend de la géographie, ça dépend du type. Enfin, peut-être qu'on peut avoir un véhicule qui fait assez peu de kilomètres, mais qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs pour des trajets très courts où il n'y a pas d'autres alternatives. Et donc, en fait, je trouve que c'est un peu dangereux. Encore une fois, je crois que, mais c'est faux, évidemment, mais ça a été dit et redit. Faire un diagnostic initial, la data y aide. Il y a des acteurs dont c'est le métier, qui le font. Hein. C'est évidemment les sociétés comme celle qui a été présentée par l'intervenant précédent et des tas d'acteurs, mais je crois qu'il faut regarder. Il faut vraiment regarder au cas par cas. En revanche, effectivement, il y a une question d'optimisation de sa flotte. Ça ne sert à rien de garder des véhicules qui sont sous-utilisés. Ça ne serait pas une bonne gestion de l'entreprise, en fait. Mais ça, c'était vrai aussi quand il y avait des véhicules thermiques, quoi, en fait. Hein. Après, ce qui est vrai dans la vidéo qu'on n'a pas vue, c'est que le bénéfice du véhicule électrique, il vient avec le temps, parce que l'économie de CO2, elle se fait sur les kilomètres parcourus. C'est-à-dire que, et donc, parce qu'effectivement, on a un impact plus important à la fabrication. Mais c'est pas Et encore une fois, l'achat. ça renvoie à toute la durée de vie du véhicule, et c'est là où on a une forme d'engagement RSE dans les entreprises, qui est évidemment de verdir nos flottes, parce qu'on peut en avoir un intérêt, on peut avoir des engagements au titre de notre bilan carbone d'entreprise, mais c'est aussi après, dans le temps, ils se déplacent dans la société. Et c'est quasiment un engagement RSE sociétal aussi, d'être des acteurs de cette transition-là, compte tenu de la durée de vie d'un véhicule sur le parc automobile français. Ouais, puisque tu dis, ça fait sens par rapport à ce que tu disais, Nicolas, c'est l'importance d'analyser ces données et de mieux se connaître soi et sa flotte, soit en tant qu'entreprise, et sa flotte de véhicules aussi. Ça fait un peu du sens par rapport à ça. Je ne sais pas si on a répondu concrètement à votre question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas même à lever la main pour prendre la parole ou à l'écrire dans le chat. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Il n'y a pas de question. Ce qu'on peut redire, mais ça a été dit en introduction par l'ADEME, c'est que réussir cette transition écologique, cette transition environnementale, le poids des transports, c'est 30% quand même. Hein. Donc, on voit que c'est un enjeu compliqué. Enfin, on l'a dit. Il y a quand même un certain nombre de solutions et c'est vraiment important de s'attaquer à ça. Tu t'attaques à un tiers du problème, quand même. Ouais. Donc, ça veut dire que dans l'autre sens, tu ne peux pas réussir cette transition et atteindre la neutralité carbone en 2050 si tu ne t'occupes pas d'un tiers du sujet, quoi. Donc, voilà. Et c'est peut-être un des sujets, même si c'est très compliqué, les plus faciles. C'est vrai. Il y a Brigitte de l'ADEME qui voulait prendre la parole. Oui, justement, pour préciser ce qui vient d'être dit, effectivement, un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est qu'effectivement, la SNBC, qui a été revue là, récemment, Stratégie nationale bas carbone, a montré que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il fallait un effort de moins 2,8% de consommation d'énergie par an, et dans le même temps, qu'il fallait baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 4% par an jusqu'en 2030, et après, moins 7% par an jusqu'en 2035. Donc ça montre bien effectivement qu'on ne peut pas tout miser sur la baisse de la consommation d'énergie et qu'il faut activer d'autres leviers.
que la partie effectivement électrique, enfin en tout cas énergie dans la mobilité en entreprise. Il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main, en tout cas, s'il y a d'autres questions. Sinon, je vois qu'il est quasiment 12h30, donc on est pile dans le timing. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour ce webinaire, pour les échanges qu'il y a eu et pour les questions aussi assez intéressantes qu'il y a eu dans le chat. Si jamais il y a des questions qui vous viennent post-webinaire, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. En tout cas, ce webinaire, il était enregistré, donc pareil, vous recevrez un lien YouTube de rediffusion de ce webinaire et puis je vous envoie dans la foulée les slides de présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Je fais le Merci à partage. vous. Au revoir. Au revoir. Merci.